Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les îles. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Écolo, Jean-Marc Daniel, l'écologie, ça commence à bien faire? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment que ça dure, cette histoire. Et oui, ce n'est pas toujours facile de parler du dérèglement climatique, d'être l'écolo de service. On se prend des contre-vérités, des tonnes d'arguments de plus ou moins bonne foi, et on ne sait pas toujours quoi dire ou comment faire pour ne pas s'énerver. Alors, en cette fin d'année, je voulais vous proposer une rapide vidéo pour répondre aux idées reçues sur l'écologie. Le but, vous aider dans vos conversations, en famille ou entre amis, sur ces questions et éviter qu'elles ressemblent à ça. C'est la première fois que vous C'est venez. incroyable. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que... C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Fallait pas me dire si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Non, mais en fait... Il faut le reconnaître, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de fausses croyances sur l'écologie. Et celles-ci nous empêchent d'avancer ou de voir le problème avec lucidité. Il y en a des dizaines, mais je vous propose ici d'en débunker 6. Parce que c'est mon chiffre préféré et que 5, c'était un peu attendu. Vous êtes prêts? C'est parti. En préambule, je vous passe les habituelles confusions entre météo et climat, ou encore le fameux « les humains n'y sont pour rien ». Le premier volet du 6e rapport du GIEC sorti cet été a mis fin au débat. Les scientifiques sont plus certains que jamais que l'humain est responsable du changement climatique et de tous les phénomènes de réchauffement observés depuis les 150 dernières années. Je rappelle d'ailleurs que le GIEC n'est pas un lobby, ni des idéologues. C'est le principal organe international chargé d'évaluer le changement climatique sans parti pris. Il réunit des milliers de scientifiques du monde entier pour fournir au monde une vision claire et des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques sur les changements climatiques. En bref, le GIEC ne produit rien, mais synthétise des connaissances à partir d'une dizaine de milliers d'études scientifiques. Voilà, c'est dit. Pour aller plus loin, c'est ici. Alors, première idée reçue, le réchauffement climatique est un cycle naturel. Là-dessus, le GIEC, encore lui, l'a confirmé cet été. Notre climat change à une vitesse inédite dans l'histoire. Et il n'y a rien de très naturel à tout cela, puisque c'est l'activité humaine qui a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans. En gros, en un peu plus d'un siècle, depuis la révolution industrielle, nous avons ravagé notre écosystème. Pour preuve, pendant les 3 derniers millénaires, le niveau des mers n'a jamais augmenté aussi rapidement que depuis 1900. Et le recul des glaciers à l'échelle mondiale depuis 1950 est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Petit rappel aussi, la crise climatique est étroitement liée à la crise de la biodiversité, dont on parle moins. Par exemple, la baleine bleue, l'ours polaire, le panda roux, le tigre, l'orang-outan sont tous des animaux qui pourraient bientôt n'exister que dans les livres pour enfants. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse, la 5e étant la disparition des dinosaures il y a 450 millions d'années. Sauf que cette fois-ci, l'astéroïde, c'est nous. Pour la première fois, cette extinction n'est pas d'origine cataclysmique ou climatique. Elle est due à l'impact d'une seule espèce sur le reste de la biodiversité, l'espèce humaine. Ça aussi, ce serait un cycle. 2. La France sait que 1% des émissions, ce n'est rien comparé à la Chine ou aux États-Unis. Sous-entendu donc, ne faisons rien. Tout d'abord, ne soyons pas amnésiques. La révolution industrielle a commencé en Europe à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, puis en France au début du siècle suivant. C'est ici que les grandes pollutions ont commencé, avec l'utilisation massive de charbon comme combustible fossile. Donc, nous avons une responsabilité historique. D'ailleurs, le média Carbon Brief a révélé récemment le nom des 20 pays les plus responsables du réchauffement climatique. Pour ce faire, il s'est basé sur les émissions cumulées de CO2 depuis 1850. Et devinez quoi ? La France fait partie des 12 plus gros pollueurs historiques. Aussi, il ne faut pas non plus oublier que beaucoup de ce que nous consommons vient de pays extérieurs, comme la Chine ou l'Inde. C'est ce qu'on appelle les émissions cachées ou importées. Ces émissions viennent des biens et services, mais aussi des matières premières qu'on importe pour notre consommation et notre production. Et depuis 1995, nos émissions associées aux importations ont littéralement explosé. Ce qu'il faut regarder donc, c'est l'empreinte carbone de la France, c'est-à-dire les pressions sur le climat de la demande intérieure française, quelle que soit l'origine géographique des produits consommés. Elle comprend les émissions directes des habitants, comme vous et moi, les émissions de la production intérieure et les émissions importées. Cette empreinte carbone représente aujourd'hui environ 9 tonnes équivalent CO2 par habitant, alors que la moyenne mondiale est à 6,6. Nous ne sommes donc pas si exemplaires lorsqu'on nous rapporte aussi nos émissions à la population.
Enfin, seulement la moitié des émissions de notre empreinte carbone sont émises sur le territoire et donc soumises aux politiques climatiques françaises. Dernier argument, la lutte contre le dérèglement climatique doit être un effort mondial et tous les pays sont concernés. La France peut aussi faire figure d'exemple. 3. Il est trop tard pour agir, alors à quoi bon? Ça, c'est l'argument nihiliste. Le classique, c'est foutu. Mais je vous rassure, non, ce n'est pas foutu. Tous les scientifiques le disent depuis des années, chaque fraction de degré compte. Nous sommes déjà à 1,1 degré de réchauffement en moyenne au niveau mondial, ce qui signifie que dans certains pays, le réchauffement est encore plus important. Et nous en voyons les effets partout. Moins on agira, plus on augmentera la température atmosphérique et plus les conséquences seront violentes. Si on atteint les 2 degrés de réchauffement, ce n'est pas un pull qu'on enlève ou un climatiseur qu'on installe. Ce sont des canicules invivables, des villes où il fait 50 degrés, des incendies, des catastrophes naturelles de plus en plus intenses et fréquentes. Par exemple, en France, les 2/3 de la population sont exposés de manière forte ou très forte aux risques climatiques extrêmes. Donc tout ce que l'on peut faire pour limiter les dégâts est bon à prendre. Les scientifiques sont très clairs là-dessus. Notre avenir est entre nos mains. Selon notre niveau d'action politique, les phénomènes climatiques vont s'amplifier ou s'atténuer. Et ce sont les émissions de la prochaine décennie qui vont en décider. Par exemple, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré permettrait de gagner 10 cm sur l'augmentation du niveau des mers par rapport à 2 degrés, et donc empêcher des millions de personnes de voir leur ville submergée. En dernier argument pour ne pas tout laisser tomber, je pourrais aussi vous citer ce que Corinne Morel-Darleux appelle la dignité du présent. C'est le fait de se dire que même dans les moments où les causes pour lesquelles on milite semblent d'un avènement très lointain, que les victoires semblent de plus en plus hypothétiques, et de se souvenir que tous les combats qu'on mène, on les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, même si c'est toujours souhaitable, on les mène aussi simplement parce que c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné, quoi. 4e idée reçue, la technologie nous sauvera. Celle-ci, on l'entend beaucoup. Il faut faire confiance au progrès scientifique, au génie humain. C'est ce qu'on appelle parfois le solutionnisme technologique, avec tout un tas de solutions plus ou moins crédibles proposées, comme la géo-ingénierie qui veut modifier artificiellement le climat en captant par exemple le CO2. We've come up with a PR campaign, technology, that makes us look like climate heroes whilst doing sweet nada. Introducing carbon capture and storage. Carbon capture and storage, or CCS, is a complex mining process whereby fossil fuel companies inject donations into the arseholes of politicians to delay climate action and let them keep making the ching-ching. La géo-ingénierie, c'est l'intervention de l'homme dans la science climatique. L'idée que finalement, si les pays, les dirigeants n'arrivent pas à réduire suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre, un jour, les machines ou la science devra peser pour limiter les effets du réchauffement. Tout est dans le « un jour ». Mais si toutes ces solutions intéressent beaucoup, c'est surtout parce qu'elles permettent de penser qu'il serait possible de continuer comme si de rien n'était, sans réduire nos émissions grâce au progrès technique. Or, de 1, rien n'indique aujourd'hui que ces innovations pourraient permettre une baisse suffisante des émissions. De 2, injecter des particules dans la stratosphère pour refroidir le climat pourrait avoir des conséquences encore plus néfastes que le réchauffement lui-même. Il s'agit de particules de soufre ou de craie pour placer un filtre, renvoyer les rayons du soleil et limiter les effets du réchauffement climatique. En théorie, ça marche. En pratique, c'est sujet à caution et cela pose un certain nombre de problèmes. De 3, tous les experts le disent, même les techno-optimistes. On ne pourra faire l'impasse d'une sobriété si on veut justement rester sous la barre des 2 degrés. De 4, pour le moment, l'énergie 100% propre n'existe pas. Le pari sur la technologie qui viendrait nous sauver est donc dangereux, puisqu'il pousse un certain nombre à retarder l'action. Plutôt que de parier sur des technologies qui ne sont pas prêtes et de jouer aux apprentis sorciers, il serait peut-être temps d'être réaliste, tout simplement. Car le meilleur CO2, c'est celui qu'on ne produit pas. 5, mais si on plante des arbres, on peut compenser nos émissions. Dans la même veine, planter des arbres ne nous sauvera pas non plus. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais simplement que ça ne doit pas être une excuse pour ne pas réduire nos émissions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CO2 stocké par les arbres n'est pas absorbé sur les mêmes échelles de temps que le CO2 émis par les activités humaines. Lorsqu'on prend l'avion, par exemple, le CO2 est émis immédiatement dans l'atmosphère, alors que les arbres, qui pourraient être plantés pour compenser ces émissions, ne stockeront ce carbone que progressivement, sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Pendant ce temps de latence, le CO2 reste dans l'atmosphère et contribue à réchauffer le climat, avec toutes les conséquences qu'on connaît. En plantant des arbres aujourd'hui, on aura un impact positif sur les émissions globales que dans 20 ou 30 ans au mieux, alors que les scientifiques nous disent que c'est maintenant qu'il faut réduire significativement nos émissions. Vous voyez le problème ? Surtout,
on marche un peu sur la tête, puisque aujourd'hui, en Colombie ou en Amazonie par exemple, des forêts primaires sont détruites pour faire des plantations d'arbres financées dans le cadre de projets de compensation carbone. Mais je vous prépare bientôt une vidéo sur la compensation carbone, alors je ne vous dis pas tout ici. 6. On ne va pas revenir à l'âge de pierre. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Et pour terminer, l'argument des Amish et de la lampe à huile. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Je rappelle ici la définition de l'écologie dans le dictionnaire. C'est une doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Personne ne demande de revenir en arrière ou de punir qui que ce soit, mais simplement de se poser des questions sur la fuite en avant que nous sommes en train de vivre. D'avoir un esprit critique sur notre modèle de société basé sur l'hyperconsommation et ses dérives sociales et écologiques. Les mesures à mettre en place sont connues et n'imposent pas de revenir à l'âge de pierre, mais plutôt de revenir à la raison. Et si, bien sûr, nous devons faire le deuil d'un certain niveau d'abondance matérielle et se libérer de l'idée que l'accumulation excessive de biens rend heureux, en fait, on parle ici plutôt de revenir aux années 60 qu'au néolithique. Et puis, c'était pas si mal les années 60, non ? Ce que propose l'écologie, c'est de faire beaucoup avec moins, de se débarrasser du superflu, mais aussi de réduire les inégalités sociales liées au capitalisme débridé et à l'hyperproductivisme, d'améliorer nos cadres de vie, de garantir un environnement sain à tous, d'arrêter de détruire le vivant, tout simplement. Personne ne parle de revenir à la bougie. La pensée écologiste englobe tout, et elle propose justement de vivre dans une société démocratique, plus résiliente, et qui offre une voie à l'émancipation de chacun. Loin d'une société dans laquelle les 1% captent la moitié de la richesse mondiale et où les plus pauvres sont les premières victimes du réchauffement climatique auquel ils n'ont pas contribué. Enfin, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas un choix. Si nous ne prenons pas cette voie, le futur sera sombre. Alors, est-ce qu'on ne préfère pas un futur un peu plus sobre que pas de futur du tout ? Voilà, c'était un petit debunk rapide. Si j'avais voulu m'attaquer à toutes les idées reçues, j'aurais fait une vidéo de 1 heure. Mais j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous arrivez à convaincre, je vous mets juste en dessous plusieurs liens vers des contenus qui permettent de mieux comprendre tous ces sujets et de les vulgariser. Et si ça s'est révélé compliqué, je vous mets aussi des kits de survie pour les fêtes, très bien faits, qui permettent de répondre à d'autres arguments. Au passage, je vous conseille d'acheter le dernier hors-série de Socialterre qui en parle aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est la fin de l'année et nous avons plus que jamais besoin de vous pour exploser en 2022. Alors n'oubliez pas que vos dons à Blast sont défiscalisés à hauteur de 66%. Et grande nouvelle, vous pouvez désormais offrir des abonnements à Blast si vous êtes en panne d'idées de cadeaux. Belle fête et on se retrouve à la rentrée. À très vite sur Blast.